De retour à votre émission favorite, Tout savoir. Nous sommes à l'hôpital Montfort pour parler de l'évolution des technologies en santé avec Dr Sylvie Grosjean. Et puis, on en parlait un peu, Dr Sylvie, avant d'enregistrer. Il y a beaucoup d'évolutions vraiment dans la technologie, dans le domaine de la santé. Oui, je pense que ces dernières années, et puis tout le monde a pu en entendre parler, il y a énormément d'innovations technologiques. Ça évolue extrêmement rapidement aussi. Puis je pense aussi parce que ça répond à un besoin. Définitivement. On sait que notre système de santé est sous pression. On sait qu'on a besoin d'innover aussi au niveau de notre système de santé. Puis les technologies sont une réponse, pas l'entière réponse, mais sont une réponse à ce défi d'innovation dans le système. Et elles peuvent répondre à certains besoins aussi qu'a la population en général. Il y a différents types que tu m'as dit enfin, de chacun de son côté qui prenait sa place. On parlait entre autres de ce que vous faites pour améliorer, que la technologie fait pour améliorer les diagnostics, puis plein d'autres choses encore. Oui, si on regarde le continuum de soins, par exemple, et qu'on part de la prévention jusqu'à, je dirais, le suivi à la maison de quelqu'un, eh bien, sur tout ce continuum-là, on a beaucoup de technologies qui se développent. Bon, par exemple, en prévention, qui va pas essayer de bien s'alimenter, de faire du sport, etc. On voit qu'il y a des applications mobiles, hein, ou une montre connectée, Oui, etc., oui. qui va nous dire qu'il faut qu'on marche 10 000 pas par jour, qu'il faut qu'on dorme bien, etc. Donc, on voit se développer tout un champ de technologies numériques de santé, dans le but, évidemment, de prévenir, hein, de faire en sorte que les gens ils aient une hygiène de vie. Après ça, il y a aussi des technologies qui se sont développées pour favoriser l'accès aux services de santé. Alors là, on a tous entendu parler pendant la pandémie de la téléconsultation, du soin à distance, etc. Qui a été peut-être un peu difficile à implanter dans le domaine de la... Parce que les gens n'étaient pas habitués à... Disons que pendant la pandémie, il y a eu un virage extrêmement important parce qu'on était contraint de le faire. Hein. Donc, il y a, j'ai envie de dire, eu un transfert comme ça de possibilité de pouvoir joindre son médecin avec la téléconsultation. Puis d'ailleurs, ça reste encore, ça s'est implanté, ça reste encore aujourd'hui. C'est une offre de service parmi les autres, mais qui est disponible et qui permet à certaines personnes d'avoir accès quand on vit en région éloignée, quand on est un francophone en région éloignée, qu'on a besoin d'un spécialiste. Ça, c'est vrai. C'est un bon point, oui. C'est aussi une technologie qui a, je dirais, ses avantages. Après ça, vous avez des technologies qui vont plus être sur le diagnostic, hein, aider au diagnostic. Un diagnostic plus précis, etc. C'est un peu comme dans le domaine de la radiologie? Eh bien, on voit par exemple en radiologie l'intervention de l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine qui fait qu'on peut avoir une médecine de précision, des diagnostics beaucoup plus précis, etc. Donc on voit là qu'il y a une pénétration de ces technologies dans ce domaine-là. Et puis après ça, vous avez aussi, je dirais, ce que nous on appelle les technologies d'auto-soin qui permettent l'autogestion de sa maladie à la maison. Okay, je suis diagnostiquée, je vis avec une maladie chronique, qui peut être le diabète, l'insuffisance cardiaque, etc. Et puis du coup, j'ai des technologies qui me sont offertes pour pouvoir me prendre en charge à la maison. Est-ce qu'on peut en avoir un exemple précis? Par exemple, certains vont développer ce qu'on appelle des coachs virtuels. On en voit aussi se développer dans les maisons de retraite. Là, il y a un projet en ce moment où c'est des robots sociaux. Hein, par exemple, donc c'est des robots qui utilisent l'IA générative, l'agent conversationnel, donc qui vont interagir avec la personne, puis qui sont là, par exemple, pour une thèse de doctorat que je suis en train d'évaluer là, qui est très intéressante. Hein, la jeune femme a évalué les besoins. Alors, par exemple, il y avait des besoins des infirmières dans la maison de retraite où il y avait un certain nombre de personnes âgées qui vivaient avec la démence et qui avaient tendance à poser toujours les mêmes questions aux infirmières, qui les accaparaient beaucoup. Donc, l'idée a été de dire, on va peut-être mettre un robot social qui va pouvoir interagir communiquer avec eux et répondre à leurs questions. Donc, ils ont conçu le robot, ils l'ont mis dans la maison de retraite. Mais ce qui est intéressant, c'est pas juste la technologie en elle-même, puis c'est un petit peu sur ça aussi avec la chaire de recherche sur laquelle on travaille, c'est les usages qu'on va en faire, puis qu'est-ce que ça vient transformer dans la pratique clinique, dans la relation thérapeutique. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Hein, c'est de voir à la fois comment les gens les acceptent, comment les gens les intègrent à leur quotidien, et puis qu'est-ce que ça vient transformer aussi dans la relation de soins. Hein, c'est ça. Alors j'ai envie de dire, on a 3 types de soins. On a le soin distant, le soin à distance
On a le soin connecté parce qu'on peut être connecté, on envoie des données et puis là, le médecin peut réajuster le médicament, etc. Et puis on a le soin maintenant augmenté avec l'intelligence artificielle. Moi, j'ai envie de demander, vu qu'on parle de contact thérapeutique aussi, j'ai envie de demander, je sais que peut-être de part et d'autre, ça donne un certain soulagement pour les professionnels de la santé, parce que si je prends l'exemple de la doctorante qui est en train de travailler sur son projet, ben, ça permet aux infirmières là, de ne pas être tout le temps là, 30 minutes, à se faire poser la même question, mais en même temps, pour les patients, ça doit être quelque chose d'assez difficile. Donc, comment on essaie de trouver le juste milieu quand on implique la technologie dans le domaine de la santé? Oui. Et c'est là où je pense qu'on a besoin de travailler en interdisciplinarité. Par exemple, dans le cadre de chaire de recherche que j'ai sur les technologies numériques de santé, on essaye de collaborer ensemble pour, d'une part, dans un premier temps, des fois, anticiper des problèmes qui peuvent venir quand on conçoit ces technologies-là, quand on les développe, mais aussi faire ce que j'appelle des études d'usage. Ça veut dire qu'une fois qu'elle est là, qu'elle est implantée, bien de regarder, de pouvoir observer, interroger les gens et voir comment ils vont les utiliser. Est-ce que cette technologie-là, elle s'insère bien dans leur quotidien ou au contraire, est-ce qu'elle est intrusive, dérangeante, ça peut être etc. Ça. Oui. Et donc, par exemple, en ce moment, on est en train de faire une étude avec la clinique de neurologie de l'hôpital d'Ottawa. C'est des personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson. Et il y a en gros, on appelle ça un compagnon virtuel. Donc, c'est une plateforme qui est là pour les aider, les accompagner dans la prise en charge de leur maladie à la maison. C'est comme qui va faire des rappels pour eux? Non, en fait, elle va leur envoyer des petits messages, des petits conseils de santé. Par exemple, la personne va sur la technologie, et elle dit, la technologie lui dit, quelles sont tes priorités de santé aujourd'hui? Quels sont les problèmes que tu rencontres? Par exemple, elle va dire, moi j'ai de la dépression, je fais de l'anxiété, c'est très fréquent pour les personnes avec Parkinson, ou alors j'ai du mal à dormir. Donc, elle va identifier comme ça des priorités qu'elle a. Elle va évaluer sur une échelle, c'est vraiment je dors mal en ce moment, etc. Et la machine va lui envoyer des petits messages personnalisés, des petits conseils. Par exemple, si la personne dit j'ai très mal dormi, j'arrive pas à dormir, etc., elle va lui envoyer des conseils personnalisés pour l'accompagner sur qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour essayer de mieux dormir. C'est ça quand je parlais de technologies qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour avoir un niveau de personnalisation aussi qui est intéressant, qui fait que la personne, quelque part, elle lui parle, cette technologie-là, elle lui donne des conseils. Tout ça, il faut travailler aussi avec les patients. Et donc, en ce moment, on est en train, ils testent la technologie pendant une période de 2 mois. On leur demande de compléter un journal de bord. On va faire des entrevues, des ateliers avec eux pour voir comment on peut l'améliorer, comment elle peut mieux répondre à leurs besoins. Puis, l'ère numérique, là, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas embarqué dedans. Mais encore, là, il y a des personnes aînées qui sont un peu réfractaires parce que ce n'est pas de leur génération. Donc, je pense que pour ces personnes-là, ça va demander aussi de la formation, par exemple, pour avoir accès à cet élément dont tu viens de parler. Et je pense que ce n'est pas uniquement de la formation, c'est de l'accompagnement. Nous, on le voit avec les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson. Il y a des personnes âgées et on s'est rendu compte qu'indépendamment de la technologie, il faut autour qu'il y ait une infrastructure d'accompagnement. Ça veut dire qu'il faut effectivement qu'il y ait des gens qui puissent les aider à prendre en main cette technologie-là, les accompagner dans la prise en main, parce qu'une fois que les gens se sont habitués, c'est plus facile. Ça peut aller, mais il y a toute une infrastructure, une organisation à avoir autour de ça. Il faut créer un lien de confiance. D'une part, un lien de confiance, permettre à la personne aussi peut-être d'avoir quelqu'un à qui téléphoner s'il y a un problème. Donc, je pense qu'il ne faut pas juste penser le développement technologique, il faut penser aussi la structure qu'on va mettre autour de ça pour accompagner les gens pour l'utiliser. Ça peut générer aussi de l'anxiété. Oui. Vous avez des technologies portables. Des affaires qui chantent ou qui font des bruits à n'importe quel moment. Là. Les personnes vont porter des choses sur elles, la technologie va capter de la donnée, elle va envoyer de la donnée à un médecin, la personne va recevoir tout un tas de graphiques, etc. Ça peut être très anxiogène si on n'a pas la littératie pour décoder ça. Donc probablement qu'il va falloir que la personne, elle s'assoie avec une infirmière ou un médecin pour pouvoir justement dialoguer. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel sens ça a? Faire sens de toutes ces choses-là. Alors il y a une chercheure que je trouve intéressante, elle parle d'anxiété de la donnée. Il a dit qu'il faut faire attention parce que ces données-là qui sont sur ma santé, elles peuvent générer de l'anxiété. C'est tellement vrai.
Donc, du coup, il y a aussi tout ce travail-là à voir quand on dit qu'il faut évaluer, hein, quand on parle d'acceptabilité, d'acceptation de la technologie, c'est aussi tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte dans l'usage. Qu'est-ce que ça peut générer aussi comme effet pervers, comme bonne chose, hein, Comme on dit, aussi, toute bonne chose a son bon et son mauvais côté. Et comment on peut travailler sur ça? Par exemple, si effectivement les données sont amenées à générer de l'anxiété, ben comment on peut travailler avec la personne, peut-être pour augmenter sa littératie numérique, sa littératie de données, faire en sorte que les personnes puissent avoir peut-être quelqu'un avec qui discuter, interpréter ces données, faire du sens de ces données-là. D'ailleurs, pendant les entrevues qu'on avait eues avec des patients Parkinson, il y avait quelqu'un qui a fait un témoignage très intéressant. Il va nous rester une minute. C'est pas du what watcher. Moi, je vais jamais progresser. Je vais toujours dégénérer. Donc, j'ai pas envie de voir ça. Il y a d'autres choses que j'ai envie de voir. Et c'est ça, concevoir des technologies qui sont adaptées aux besoins. Elle a peut-être pas envie de voir un graphique qui descend. Mais elle a peut-être envie de voir autre chose pour l'aider à gérer sa maladie au quotidien. Parlons des recherches dans lesquelles tu es impliquée ici. Est-ce que c'est disponible pour certaines d'entre elles sur le site web de Montfort où les gens peuvent aller s'affairer un tout petit peu? Alors, pas pour l'instant. Okay. Pour l'instant, la technologie qui est développée avec Parkinson Canada, à un moment donné, elle sera accessible. Là, elle est plus en version pilote qui se développe. Donc, effectivement, elle n'est pas disponible, mais je pense que c'est un cycle de développement. Merci beaucoup, Dr Grosjean. Très belle discussion. On aurait pu faire 30 minutes parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire avec toutes ces expériences-là que vous partagez. Mais on va inviter les gens à suivre tout ce que l'hôpital Montfort fait au www.montfort.com. On se voit juste après la pause. Vous regardez Tout savoir.